Bonsoir et merci d'être aussi nombreux pour écouter Max Drider, dont c'est la première sortie publique, si j'ose dire. Vous voyez cette petite statuette qui est la déesse de la fertilité berbère, donc qui a un rapport direct avec Nayer que nous venons de célébrer. Et Mahammar, qui nous l'a ramené, nous dira deux mots tout à l'heure sur ça. Voilà, on voulait qu'elle soit parmi nous. Je suis très heureux de recevoir Max Drider et très heureux aussi de recevoir Mohamed Dahmous qui va essentiellement mener le travail d'interview avec Max Drider. Mohamed qui partage avec Max Drider Tizi Ibel, donc le village, mais qui est aussi quelqu'un qui a une très grande curiosité pour l'histoire de l'immigration, mais aussi de la Kabylie, etc. Il fait un travail remarquable là-dessus. Donc, quand j'ai reçu ce livre, il m'est apparu évident qu'il fallait qu'il soit des nôtres. Voilà. Alors, Max Drider, guerre d'Algérie, la Sas d'Ebni Douala, un adolescent dans la tourmente. Peut-être en lisant ce livre, on s'aperçoit, je vais parler 2 minutes comme ça avant de donner la parole à Mohamed et puis à Max. Peut-être que Max Drider n'aurait peut-être, enfin il le laisse entendre, jamais écrit son livre s'il n'avait pas rencontré, si le fameux capitaine Oudinot n'avait pas écrit ce livre, Mission en Kabylie. Capitaine Oudinot, qui a été le commandant de la SAS de Beni Douala jusqu'en 61. Voilà, c'est une réaction à un film sur le capitaine Oudinot qui s'appelle L'honneur d'un capitaine. Et puis, il a voulu aussi raconter à sa manière ce passage à la SAS de Beni Douala, que raconte par ailleurs le capitaine Oudinot. Même Max Drider, qui l'a vécu de l'intérieur, il va nous le raconter parce qu'il s'est retrouvé embringué dans cette histoire d'une façon un peu... les choses lui ont un peu échappé, donc il s'est retrouvé là-dedans. Il va nous raconter tout ça. Je ne vais pas faire sa biographie, non seulement on va en parler beaucoup tout à l'heure, mais aussi pour laisser un peu quand même pour les gens de découvrir ce livre qui est assez remarquable à mon avis. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de témoignages sur la guerre de libération, etc. Il en a été publié beaucoup ces dernières années. Il y a aussi beaucoup de parcours aussi passionnants que le sien, mais ce livre a quelque chose de plus, une espèce de tonalité, un petit mélange d'authenticité, de sincérité, même de candeur qui lui donne une particularité. Je sais pas, c'est un livre assez attachant. Assez attachant. Alors, voilà, donc je ne vais pas en dire davantage. Je vais passer la parole à Mohamed, qui va nous dire en 2 mots qui était déjà Oudinot. Hein. Ensuite, tu vas poser les questions à Max. Merci Areski, bonne soirée à tous. Oudinot, c'était un capitaine de l'armée française qui est passé directement de l'Indochine, où il a combattu le Viet Minh, et qui est passé en Algérie, avec le sentiment, avec une espèce de traumatisme, de s'être fait virer d'Indochine. Et arrivant en Algérie, il est arrivé avec un état d'esprit auquel il a donné libre cours lorsqu'il s'est retrouvé à Beni Douala, comme capitaine de la SAS. Et il a tout fait pour être nommé en Kabylie. Et lorsque à partir de 1956, je pense que Max, tu nous donneras davantage de détails, lorsqu'il a été à la SAS de Beni Douala,
il a absolument conduit les opérations comme il l'entendait, avec sans grande maîtrise d'ailleurs de la part de l'état-major dont il dépendait, et avec l'arrière-pensée de absolument soumettre, isoler la population, les 26 000 habitants qui composaient cette commune de Béni Douala, de les isoler complètement du FLN et en faire un bastion qu'il contrôle totalement. Bon, je pense qu'il nous donnera les détails là-dessus. Alors j'ai évidemment lu avec beaucoup d'émotion ce livre de Max, parce que moi-même, il y a une partie que j'ai moi-même vécue, puisque je suis venu en 1957 d'Algérie, donc depuis le début de la guerre jusqu'en 1957. J'ai retrouvé complètement tous les éléments que j'ai pu connaître à l'époque. Et le travail systématique d'investigation qui a été fait, qui est traduit ici, est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable. Alors, je pense que, moi je vois trois aspects, si tu permets, je vais dire un avis sur ce livre. Je pense que c'est d'abord un témoignage de Maxou sur la guerre à Tizi Bel, pour simplifier, un village de Kabylie dans lequel s'est déroulée une guerre sans merci, une guerre absolument cruelle, et dont nous trouvons ici le récit. On va lui demander de nous donner quelques éléments caractéristiques de cette guerre que Oudinot a conduite. Deuxièmement, dans ce livre aussi, on trouve l'itinéraire d'un enfant, d'un garçon, adolescent à l'époque, qui s'est retrouvé happé par cette guerre, après avoir été en France, après être retourné en Algérie, donc complètement déstabilisé, et il s'engouffre dans un univers absolument kafkaïen et dans lequel il va évoluer et il va avoir un itinéraire tout à fait étonnant, tout à fait exceptionnel, sur lequel tu nous donnes des éléments. Et troisièmement, la façon dont est rédigé ce livre, quand on le commence, on a envie de le lire, tout simplement parce qu'il a une façon d'écrire qui nous fait vivre l'événement, qui nous fait véritablement pénétrer dans le contexte qu'il est en train de décrire. Et de ce point de vue, ça m'est apparu comme une espèce de monographie de la Kabylie, de notre village, avec les mœurs, les rapports entre les gens, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, même dans le contexte de guerre, c'est-à-dire les traditions, le sens de l'honneur, la relation aux uns aux autres sont restés solides, ont gouverné le comportement des gens, même dans ce contexte de guerre. Alors Max, je te propose de fonctionner de la façon suivante. Je vais reprendre un peu l'esprit, le déroulé de ton livre, sur lequel je vais te demander de nous donner quelques éléments. Alors, d'abord, Areski a expliqué un peu les raisons pour lesquelles tu t'es lancé dans l'écriture de ce bouquin. Ce serait bien que tu les explicites. Et dans un second temps, j'aimerais bien que tu nous parles de ton enfance, en fait, de ton itinéraire à toi, puisqu'on ne te connaît pas. Ce serait bien que tu nous parles de cela. C'est bon, là? Bien, ben alors je ne suis pas habitué, vous m'excuserez, je vais essayer. Je suis un petit peu. C'est peut-être pas ouvert, non? Oui, c'est bon. Oui, alors. Il faut parler près du micro pour que ça s'enregistre. Voilà. Comme vous l'avez compris, il est bon? Ouais, vous l'avez compris, c'est n'est qu'en découvrant le livre du capitaine et l'avoir lu que j'ai vraiment considéré qu'il fallait répondre absolument, parce que ce qu'il disait, bon, c'est sa vérité, mais il y avait tellement de choses qui étaient escamotées, qu'il passait sous silence, que c'était pas possible. C'est pour ça que j'ai découvert ce livre en janvier-février 2010, et dès cet instant, j'avais déjà un petit compte à régler avec lui. Et oui. Sinon, l'enregistrement sera très mauvais. Donc, pour reprendre, j'avais donc un compte à régler avec lui, que vous connaîtrez lorsque vous allez lire. Je vais vous en raconter un mot. Et donc, dès le mois de mai de 2010, je me suis rendu donc en Kabylie, au village, parce que j'avais beaucoup
j'ai une bonne mémoire, j'avais beaucoup de souvenirs. Je ne savais pas trop comment les trier et les mettre en plan, quoi. Et j'ai été retrouver ma tante Keltsum, que beaucoup connaissent. Je suis rentré au village, quoi. J'ai vu Yarvi à Tougavas, j'ai vu ma sœur avec qui. Et pendant un mois, nous avons un petit peu décortiqué ce qui s'était passé à cette époque-là. Évidemment, je n'avais pas tout en tête. J'avais bien beaucoup de souvenirs, mais il fallait que je les mette en perspective et certaines choses m'échappaient. C'est pour ça que Kultsum, ma tante, donc, m'a aidé pas mal. Et donc, je l'ai écrit, ça m'a pris 2 ans, environ 2 ans. Et il aurait dû normalement sortir au mois de juin, juillet 2012. Mais j'ai eu des problèmes avec un éditeur, ce qui fait que j'ai perdu une année. Voilà. Alors, pour en revenir à mon arrivée sur la Kabylie en 1956, c'est à la suite du décès de mon père qui s'est produit à Marseille. Nous y étions depuis 1953. C'est vrai qu'à cette époque-là, la Kabylie, c'était la misère, et donc il voulait absolument nous extraire de cette misère, justement. Et nous avons vécu donc 3 ans à Marseille avec Sarkouya, donc sa deuxième femme, ma mère, quoi. Et puis mon frère, Moukran, qui est né en Kabylie. Et 3 ans après, mon père, à la suite d'une maladie, est décédé, assez brutalement d'ailleurs. Et ce qui nous a obligés de rentrer en Kabylie. Mais en fait, normalement, je ne devais pas rentrer en Kabylie parce que vieille Mansour qui était venu nous escorter, il avait une mission de la famille qui se trouvait à Paris, de nous ramener donc en Kabylie. Mais arrivé à Marseille, il avait tenté de me laisser à la DAS de Marseille, quoi. Parce que disant que les conditions de vie en Kabylie n'étaient pas du tout valables et qu'une bouche en moins, ce serait quand même mieux que de... Mais Sorkuya, qui ne voulait absolument pas, parce qu'elle considérait que j'étais kabyle, n'a pas laissé faire, et donc on est tous partis pour la Kabylie. Et donc on a mis un jour, une journée, pour arriver en Kabylie. Et en débarquant, alors tout le long du chemin, nous, Moukran et moi, nous étions habitués à aller au cinéma, voir des films américains, tout ça. C'était la joie, quoi. Plus il y avait de tirs, d'armes, plus il y avait de bagarres. Pour nous, c'était... c'est vrai qu'on se marie bien, quoi. Alors que Vieille, lui, il grinçait des dents. Et pendant tout le chemin jusqu'à Alger, on a rencontré beaucoup de militaires sur le bateau, tout ça, c'était vraiment la guerre, quoi. Et on continuait toujours à nous amuser jusqu'en s'approchant de Tizi Bel, on commençait quand même à comprendre que c'était pas du tout ça, quoi. Et arrivé à Tizi Bel, en descendant de, je sais pas, certains connaissent le lieu, il y a les Sœurs Blanches, le couvent des Sœurs Blanches, et en descendant ce chemin-là, alors tout joyeux quand même, hein, arrivé en bas de ce chemin, à droite, il y avait 3 morts, 3 pendus aux frênes à droite du chemin. Et le chauffeur, qui était kabyle, il a freiné tellement que la voiture s'est mise en travers. On tremblait tous, on était vraiment effrayés. Lui était en sueur. Alors Vieille, on ne savait pas quoi faire, on était vraiment... pendant quelque temps, on réfléchissait, qu'est-ce qu'il fallait faire, il a avancé, qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Et puis au bout d'un certain temps, il y a des gens de Tizi Bel qui remontent. Vieille d'ailleurs a reconnu des voisins, et il leur demande, et les gens lui disent qu'il s'est passé des choses affreuses, beaucoup de pendus, beaucoup de tués, apparemment partout, aussi bien à Taoulis Moussa que à Tagmout Azouz, un peu partout, et chez nous, il y en a eu 3. Et j'ai su plus tard que c'était... il y avait le garde champêtre de Tagmout Azouz, il y avait le secrétaire de mairie, et puis
il y avait aussi le propriétaire du moulin de Unaros. Voilà. Et c'était l'horreur. On est quand même descendu. Le chauffeur avait vraiment peur. Je me souviens, il fallait le pousser. Hein, il ne voulait pas aller dans ce sens-là. Hein. On est quand même descendu jusqu'à la mairie. Là, on a descendu nos affaires. Les gens avaient l'air... il n'y avait personne dehors. Il n'y avait que des femmes et des enfants. Quoi. Il n'y avait pas un homme. Tous s'étaient terrés. C'est vrai que c'était la terreur. Et donc, on est rentré à la maison. On nous a raconté tout un tas de choses. Il se passait des choses incroyables. Nous, on était au cours de rien. Et c'est comme ça que donc je me suis retrouvé dans la guerre, la véritable guerre à Tizi Bel qui commençait parce que c'était le début quand même. Hein. Les Moudjahidines venaient, mais c'était Saïd, justement Saïd, mon ami, qui m'avait mis au courant de tout, qui m'a expliqué ce qui se passait, où ça se passait, qui faisait ceci, qui faisait cela. Il m'a fait assister à des réunions de Moudjahidines chez les Doumans. Une fois, c'était chez Khanes. Et puis, je me suis plongé là-dedans. D'abord, je parlais plus kabyle. Hein. Ça m'était arrivé au moins 2 fois de changer de langue. Donc, il a bien fallu qu'il m'aide, qu'il me réapprenne un petit peu tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait dire et pas dire. Et c'est comme ça que j'ai vu que les choses avaient bien changé en Kabylie en 3 ans. Quoi. On ne s'y retrouvait plus, c'était plus le même village, les gens avaient peur. Et là aussi, on a commencé à voir les militaires arriver pratiquement tous les jours, nous mettre assis dans un endroit qu'on appelle Taouchi Satahaman, à côté de l'école. C'était une petite esplanade. C'est arrivé aussi du côté de la mairie. Ils nous ont embarqués, ils nous faisaient sortir chacun des maisons et ils nous parquaient. Nous étions assis par terre, les mains sur la tête et on était entourés par les... c'était pas des militaires, c'était plutôt des Arabes avec des armes, quoi. C'était des supplétifs de la SAS des Bélintola. Et donc, ils nous menaçaient avec leurs armes, pendant que d'autres fouillaient les maisons, allaient dans les ruelles, ils voulaient savoir s'il y avait des maquisards, chez qui, s'ils pouvaient récupérer des armes et tout ça. Et ça arrive de plus en plus souvent. De plus en plus souvent. Et bon, de toute manière, pratiquement tous les soirs, il y avait des maquisards qui arrivaient. Quoi que fassent les militaires, ils arrivaient quand même. Alors ils étaient hébergés soit chez Frick, soit chez Boussad Astrali Khilan, soit... Et là, quand c'était chez Khilan, ma tante Kelsoum, ah oui, j'entends mieux, ma tante Kelsoum était tout le temps, mais toujours réquisitionnée avec des copines pour faire le repas. Le repas, les préparations. Et nous étions très curieux, les gosses, on voulait tout savoir. Et c'est vrai qu'elle me racontait, et c'est comme ça que on pensait que c'était... bon, au début, non. Il y avait quelques-uns qui arrivaient, ils étaient 6, 10, plus les gens de la cellule. Donc ils se réunissaient, on voyait bien que ça discutait, et ils repartaient... au début, ils ne repartaient pas toujours tout de suite. Ce n'est qu'après, lorsque les militaires déboulaient des Sœurs Blanches, très rapidement, qu'ils ont compris qu'il fallait, dès qu'ils ont mangé, il fallait qu'ils partent. Et donc, pendant les premiers mois, on a assisté à beaucoup de bouclages, d'encerclement des militaires. Ils déboulaient tout d'un coup comme ça, le matin de bonne heure. Bon, certains jours, on avait la chance de ne pas être dehors. C'est-à-dire qu'en principe, dans un village kabyle, on ne vit pas dans la maison. On n'a pas de maison. C'est une masure. Souvent, c'est une seule pièce partagée avec les animaux. Et donc, on ne vivait jamais dans les maisons. Dès de bonne heure, on était dehors, au champ.
nous, notre vie, c'était au champ. La maison, c'était uniquement pour dormir, pour y manger, voir, c'est tout. Donc, quand ils arrivaient, la plupart du temps, tout le monde est dehors. Et comme c'était des fous, quoi, souvent ils tiraient à tort et à travers. C'est comme ça qu'on a eu des morts. Souvent, n'étaient pas du tout des maquisards ou quoi que ce soit, quoi. Alors, est-ce que tu peux préciser de façon un peu chronologique ce que tu viens de décrire? C'est ce que tu as trouvé en arrivant. Et puis, il va y avoir... alors, d'où venaient ces militaires? Il faut préciser. Oui, bah oui, ces militaires venaient de l'Assas, des Oui, Bénédouala. d'où venaient les militaires et comment était l'organisation FLN au niveau du village? Ah oui. Et puis, comment les choses vont peu à peu s'aggraver? Parce C'est qu'il y a un sûr que- phénomène d'aggravation quand même, que Tout tu à fait. expliques bien dans ton livre. Oui, tout à fait. Si tu permets, Mohamed, il y a un petit détail qui est important pour comprendre, c'est que vous êtes de mère française. Oui. Hein, vous êtes né à Marseille, vous êtes de mère française. Donc, c'est pour ça que vous avez un problème de langue. Quand Oui. vous retournez à Tizi Ibel, Oui. c'était la deuxième fois, Oui, parce que vous êtes parti à un moment donné, oui. parce que votre mère est morte, Voilà. entre guillemets, hein, je mets le mot mort entre Oui. guillemets, Mm. parce que vous allez avoir une surprise bien des années plus tard. Voilà. En Oui. fait, ma mère est décédée, décédée. Elle a disparu en 1945. Et mon père, ne pouvant plus me garder en France, à Marseille, avait décidé, il a pensé tout d'un coup qu'il avait une mère, Gida Thaoulemish. Donc il m'a emmené là-bas. Et en même temps, il a profité d'emmener mon deuxième frère, parce que ma mère a été mariée avant, et elle a eu un enfant. Il s'appelait Jeannot. Mais en fait, il s'appelait autrement. Et donc, il nous a emmenés tous les deux chez sa mère, Fatima. Donc, en 1946, moi j'ai débarqué en 1946, j'avais 4 ans. Donc, il a fallu. Je suis devenu kabyle. Mais mon frère avait 10 ans de plus que moi. Et donc, c'était impossible. Il avait, en l'espace d'une année, il avait fait tellement de choses, d'ailleurs, que je raconte, que pour revenir en France, qu'il a été obligé de le ramener parce que c'était pas possible. Il pouvait pas vivre au village. Ce qui fait que moi, j'ai vécu donc jusqu'en 1953. J'ai été à l'école au village comme tous mes copains, Moukran, Ali, et chez Djandar, qui avait une façon à lui de nous punir. Et j'ai vécu donc jusqu'en 1953. Et en 1953, mon père, voyant que c'était la misère, il nous ramène donc à Marseille. On y passe 3 ans. J'ai perdu mon kabyle. Il a fallu que je parle français, un vrai titi marseillais. Puis 3 ans après, il a fallu que je reparte sur la Kabylie. Et il fallait que je perde encore le français, enfin, au moins que j'apprenne le kabyle. Il a fallu que je reprenne mes habitudes de kabyle, quoi. Voilà. Et alors donc, on arrive, c'est vraiment la guerre, parce qu'au début, je vous dis, on recevait, le village recevait 5, 6, voire maximum 10 moudjahidines. Et avec les gens de la cellule, c'était Crassé, c'était Avrec, c'était... ils faisaient quoi 15, ils étaient 15 à recevoir. Bon, donc ça se passait très bien, il n'y avait pas de problème. Au début, ils prenaient même leur temps. Mais au fur et à mesure que le temps passait, ils arrivaient plus nombreux, ils arrivaient à 20, à 30. Et donc ça demandait plus d'organisation. Et les militaires arrivaient de plus en plus souvent, plus rapidement. Si vous voulez, ils calquaient leurs actions en fonction de ce qu'ils constataient sur le terrain, comment agissaient les moudjahidines, quoi. Et nous étions entre justement les militaires et le FLN. Donc nous, dans la journée, on vivait normalement, quoi, mais on avait toujours des problèmes, soit avec les militaires, soit avec les moudjahidines. Au début, étaient très bien, c'était des gens du cru. Donc, ils respectaient tous les gens, quoi. Ils respectaient les villages, les mœurs et les us et coutumes. C'était vraiment des gens très bien. D'ailleurs, on les admirait. Nous les copains, c'est vrai, on les admirait. C'était les nôtres. Quand on allait au chant, on chantait à Amirouche, on chantait à Sobtah, c'était incroyable. C'était l'euphorie, c'était du hors-temps, quoi. Nous n'étions pas d'abord conscients de ce qui se passait.
certains l'étaient, mais nous, non. On n'avait pas du tout. Mais au fur et à mesure que les choses passaient, on s'apercevait que les militaires, c'était vraiment devenu des fumiers, quoi, parce qu'ils tuaient des enfants, des gens, pour un oui, pour un non. Une époque, il y avait le FLN avait décidé qu'il y aurait une grève dans le village, probablement tous les autres villages. Mais là, c'était nous qui étions concernés. Donc, on a fait la grève sur l'ordre du FLN. Et toute la journée, on n'a été nulle part, ni aux fontaines, ni aux champs. Et l'armée s'en est aperçue. Parce qu'ils avaient toujours un œil sur les villages. Ça, on était tout le temps espionnés. Et encore pire à partir de 57, parce qu'ils avaient monté un camp qu'on appelait le Piton, à Taghmout, à Azouz, qui avait vue sur toute la région. Ce qui fait que, après cette grève que nous avions faite, heureux, enfin, on était fiers le capitaine a décidé, pour nous punir, d'en faire une seconde. Mais alors, le vrai blocus, quoi. Et personne n'est sorti, vraiment personne. Je me souviens, les hommes disaient qu'à Djumaï, qu'il ne fallait absolument pas donner l'occasion au capitaine de sévir en aucune manière. Il fallait donc rester tranquille, quitte à toute la journée, personne n'est sorti. Eh bien, nous étions en train de jouer, je crois que c'était au billes, à Godot, juste dans le renfoncement, là, à côté de la maison de Faraoun Shahaban, oui, le frère de Mouloud. Et on jouait, bon, c'était normal, c'était une journée, puisqu'on ne devait rien craindre normalement. Ce jour-là, on ne devait rien craindre. Et bien, tout d'un coup, il y a eu une déflagration, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, avec un écho. Et nous, on était habitués aux coups de feu. C'est vrai que ça arrivait tout le temps, aussi bien dans les champs, en face, à Sfarah, à Taoulis Moussa, on entendait des coups de feu de toutes sortes. Et ce jour-là, on n'a pas fait gaffe. On jouait toujours, puis tout d'un coup, il y a un de nos copains, je ne sais plus qui c'est, qui s'est levé, et il voit juste au-dessus, mais quoi, 15-20 mètres, quelqu'un qui est tombé, raide, il est sur les genoux, et vraiment serré la tête entre les mains, quoi, entre les mains. Donc, il a été, quand il a vu du sang, ça a été vraiment la débandade. Et donc, je ne suis pas habitué, c'est vrai. Bon, ça a été la débandade, donc tous les enfants sont partis en criant. Je me souviens, on chialait. Les hommes de la Djema qui étaient vraiment au centre sont venus rapidement voir ce qui se passait, parce que ça avait l'air de... C'était grave quand même. Il y avait un gamin par terre qui perdait du sang. Arrivé là, ils ont découvert à l'Astrée, c'était Galsi, oui, qui était venu du bas de Taqarchut. Normalement, il habitait en bas de Thamza. Et donc, il s'était assis sur un banc qui était là, en ciment. Et il a été tué par les militaires sur le coup. Voilà. Donc, si vous voulez, c'était une vision d'horreur. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer le sang qui coulait, les gens qui pleuraient. C'était vraiment incroyable. Voilà. Puis, il y a eu d'autres massacres. Je vous raconterai aussi l'histoire de Sabtah. Lui, il faisait partie de la cellule. Mais, si vous voulez, il ne faisait pas des choses extraordinaires. Il faisait si vous voulez, il était au service de la cellule de Rassi, qui lui faisait faire des choses absolument pas importantes, mais il faisait des choses. Un jour, il a été arrêté en plein village. On ne sait pas pourquoi. S'il a été dénoncé, mais je ne pense pas. Il a été emmené à la SAS. Et donc, ils ont certainement parlé, je sais pas, ils lui ont posé certainement des questions. Il est revenu, puis c'était quelqu'un d'assez volontaire. C'était quelqu'un qui se mettait en colère assez facilement. Et donc, il a raconté que ils l'ont tellement ennuyé, quoi, ils lui ont cherché tellement d'histoires qu'il les a envoyés balader, carrément. Et il avait un rendez-vous pour la semaine d'après.
pour remplir soi-disant un dossier. Et donc la semaine d'après, il est allé encore une fois à la SARS. On y allait à pied, hein, et pas de transport, hein, c'est 8 km à pied aller-retour. Donc il y va, et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en revenant, ça c'est les gens de Taoutaouze qui l'ont raconté, ils ont vu ce qui s'est passé de une place qui s'appelle Sizaska. Voilà, c'est quand on revient de Béni Douala et qu'on rentre dans Taoutaouze, c'est juste là. Et donc ils ont aperçu un véhicule qui s'est arrêté, ils ont entendu des rafales de mitraillettes. Ça a duré pas mal de temps et c'est comme ça que nous avons perdu donc Soptar qui a été mitraillé, qui a été absolument défiguré. Quand ils ont vu le véhicule repartir, ils ont été les chercher. Mais là, ce qui est curieux, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais au lieu de découvrir Soptar, c'était un Fédani, hein, Soptar. Ils ont découvert un deuxième mort, tué de la même manière, mais sans savoir qui c'était. Donc il a été enterré, lui, à Taoutaouze. Et Soptar, nous l'avons enterré, je pourrais vous dire, en catimini, parce que vraiment c'était l'horreur. Et en plus, on avait vraiment peur. Il a été enterré pratiquement dans ses habits, comme il a été emmené. Voilà. Et puis, comment vous dire, les choses se sont vraiment aggravées. Plus le temps passait, plus les militaires faisaient de la pression, une pression incroyable. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était surtout rallier les villages, c'est-à-dire créer une administration qui serait en contact permanent avec les gens d'Assas, quoi. Ils voulaient mettre la main sur les gens des villages pour qu'ils ne reçoivent plus les maquisards. Mais en fait, ils ne pouvaient pas... Ils ne pouvaient rien faire parce que quoi qu'ils fassent, les maquisards venaient quand même. Les gens du village étaient eux-mêmes des maquisards. Enfin, pour beaucoup, c'était des maquisards, des gens qui avaient des activités dans le FLN et même certains dans la LN. Donc il fallait absolument que le capitaine arrive à rallier ces villages et pour ce faire, il mettait une pression incroyable. Quand il arrivait... on était rassemblés, c'était des Mourazni, c'était des Arabes armés, militaires, et donc on était parqués, et il nous haranguait, il nous menaçait de mort si quelqu'un hébergeait, si quelqu'un ne dénonçait pas ce qui se passait chez les autres. Donc c'était une pression terrible. Et cela a duré jusqu'en 59, en fait, jusqu'à ce que le ralliement se fasse un jour. Voilà. Alors, je vais préciser juste une ou deux choses. Tout ce que tu viens de décrire, c'est en effet ce qui a caractérisé la guerre, si vous voulez, dans les villages de la daïra de Béni Douala et ailleurs, bien entendu, aussi. Pendant toute cette période, disons de 56 jusqu'à 59, et période qui est la chose suivante. Hein, si je me trompe, tu rectifies. La stratégie des militaires, c'est d'implanter des sections administratives spécialisées qui sont chargées en principe, une action de pacification. Pacification, ça veut dire essayer de gagner les populations à la cause de l'armée française. Et pour cela, donc ça c'était l'objectif des sections administratives spécialisées, donc un certain nombre d'actions à caractère social. Et parallèlement à cela, on associe à chacune de ces SAS un contingent militaire. Alors, c'est parfois, ça a été, pendant les périodes que tu évoques, là, on va dire de 56-57, ça a été les parachutistes du 3e choc, du 11e choc, je crois. Et ce sont donc des gens qui viennent d'Indochine, qui sont des guerrois, qui ont l'habitude de faire la guerre, qui ont été implantés là-bas, avec, normalement, qui n'étaient pas commandés par le capitaine de la SAS, mais qui, en l'occurrence, dans le cas de Béni Douala,
le Oudinot s'est complètement imposé, y compris à la hiérarchie militaire, pour que ce soit lui, même s'il n'est pas chargé du pouvoir militaire, mais de l'exercer. Lui, il avait simplement les mohazni, donc c'est ce que tu as décrit, qui était chargé de la protection de la SAS, et puis du personnel administratif qui était le sien. Alors, la stratégie, c'était quoi? C'était de gagner les populations, d'isoler les populations des maquisards qui se déployaient dans la région. Dans les maquisards, alors on va préciser le terme, parce qu'il y a les maquisards, c'était les moudjahidines, c'est-à-dire des gens qui faisaient partie des katibas, c'est-à-dire des groupes de militaires. C'est des gens qui faisaient la guerre, qui étaient armés, et dont la mission c'était d'aller faire des embuscades, de conduire la guerre. Et ces katibas, donc ces groupes de moudjahidines, ils évoluaient dans la région, donc ils devaient être accompagnés d'une infrastructure. Cette infrastructure, c'était les villages, et dans les villages, il fallait qu'il y ait des groupes locaux, donc qui font partie évidemment du FLN-ALN, et dont la mission c'est d'assurer la logistique, c'est-à-dire accueillir les moudjahidines lorsqu'ils ont besoin de faire une halte, leur trouver un endroit où dormir, assurer le renseignement, assurer la sécurité, prélever, organiser les populations dans le cadre de ce qu'on appelait l'OPA, l'organisation politico-administrative mise en place par le FLN. Donc il y avait toute une organisation qui, peu à peu, à partir de 1956, s'est mise en place. Et les gens qui, dans chaque village, étaient assurés, étaient chargés de cette logistique pour le FLN, c'était des gens du village. Ce qui fait que, à l'époque dont tu parles, donc on va dire de 56 jusqu'à peu près jusqu'en 59, c'était des jeunes du village qui avaient disons au-dessus de 20 ans, quoi, et qui donc s'occupaient de cela. Je me rappelle, nous on était mômes, on les voyait se balader, parfois ils avaient un petit pistolet, oui. Parfois ils n'avaient pas grand-chose. Non, et la plupart n'étaient pas armés. La plupart n'étaient pas armés. Il y en a, à partir d'un certain moment, comme Rassad Hamoud, il avait un revolver. Voilà. Et donc, ces gens-là, parfois, ils demandaient, il y en a parmi eux qui demandaient à être intégrés comme combattants ALN, donc intégrés à l'armée, refusaient. Je crois que dans le village, on n'en a eu que 3 qui ont été des maquisards. Tout le reste, ça a été des gens affectés à la logistique, le chef de front, celui qui est chargé de faire les liaisons, celui qui est chargé de collecter les cotisations, etc. Donc vous voyez, l'organisation telle qu'elle était faite, ça c'est du côté donc, des combattants, du côté de l'autre côté, donc Oudinot, dont la stratégie c'était véritablement de conquérir les villages, d'occuper les villages. Et il ne peut pas décider de les occuper comme ça, il fallait qu'il puisse se justifier auprès de la hiérarchie l'occupation d'un village, parce qu'il fallait que la hiérarchie donne les moyens militaires et financiers pour pouvoir assurer l'occupation du village. Donc, mais la particularité de notre région, donc de la Daïra de Bindouala, c'est d'avoir eu affaire précisément à un type qui était absolument décidé à parvenir à isoler les populations du FLN. Du FLN. Alors la technique, c'était quoi? C'était, premièrement, terroriser les populations, d'où tout ce que tu as raconté. Tout ce que tu as raconté, et il y en a bien d'autres. Donc c'était les bouclages. On se réveillait tous les matins, on trouvait que l'endroit était bouclé. C'était les fouilles des maisons, le rassemblement des gens dans les espaces publics. Et à partir de ce moment-là, c'était l'intimidation. Et d'une part, et deuxièmement, mener la chasse à ce qu'on appelait les terroristes. Donc toute la structure logistique que le FLN avait mis en place localement pour soutenir l'action des combattants. Et c'est d'arrêter de façon très arbitraire des gens et de les faire parler. C'était de compromettre. À l'époque, il suffisait que vous saluiez comme ça un militaire, ou un militaire vous salue, pour que vous deveniez suspect. Donc il y avait une espèce de tension très très forte qui existait même au sein du village. Donc ça a duré jusqu'en 1959. Alors, j'ajoute juste un mot, je te redonne la parole. C'est que cette déstabilisation que vivaient les villages, qui était
le soir, dans la journée, confrontés aux encerclements des militaires, et le soir, soumis aux sollicitations des gens, des gens chargés par le FLN de gérer la situation et qui venaient, demain tu vas recevoir 100 moudjahidines, enfin, à l'époque c'était pas 100, c'est plus tard que c'est venu, à partir de 59, quand ils étaient un peu plus armés. Oui. 58, ils étaient plus de 100. Oui. Et donc il y a une espèce de tension qui a commencé à se créer, il y a des conflits locaux qui ont commencé à traverser les groupes, les gens chargés d'assurer la logistique, et ça a conduit, pour aller un peu vite, au ralliement du village. Alors explique-nous quelles sont les causes qui ont amené le village à se rallier. Nous ne considérons pas que le village s'est rallié. Non. Maintenant, c'est le terme qui est utilisé dans la presse, qui a été utilisé par Oudinot, qui était tout fier d'avoir réussi à rallier un village. Alors c'est intéressant que tu expliques c'est quoi ce ralliement, en quoi il a consisté et pourquoi finalement il est advenu. Eh bien, je t'en veux de parler aussi bien, parce que vraiment, je t'envie, c'est incroyable. Moi, j'arrive pas. Question d'habitude, mais Oui, vas-y, parle bon. quand tu parles. Eh bien, voilà. C'est vrai qu'au début, ils arrivaient à une dizaine, une quinzaine, et puis plus tard, 20, 30, on a vu jusqu'à plus de 100 lors de la bataille d'Armirouche, de Mohamed-Roche, on appelle ça la bataille de Mohamed-Roche, où nous avons été bombardés, mais bombardés avec des avions à réaction. Moi, je me souviens, c'était terrible. Bon, ensuite, bon, ça a continué, il y a eu tout le temps des escarmouches, et puis la FLN, de son côté devenait moins sympathique. Ils exigeaient des choses, ils étaient devenus très prenants. Les cotisations, si elles n'étaient pas payées à temps, même si vous ne pouviez pas, vous étiez vraiment dans la panade, quoi. C'était devenu très difficile, même de leur côté. Ils n'étaient plus du tout pareils que ceux qui étaient au début, quoi. Des gens avaient changé. Et de ce fait, il y a eu des nouveaux qui sont arrivés des Ouadias. Et c'est à cette époque-là que Rassi Atremoun a été, si on veut, il a été assassiné, ce gars-là. On ne peut pas dire c'était quelqu'un de très très bien. Il a toujours tenu la cellule de manière extraordinaire. Tu parles du chef de front, là. Du chef du front, absolument, du chef du front, oui, du chef de la cellule de Tibel. Il est comment? Oui. Et donc c'était quelqu'un de très bien. Et on ne comprend pas pourquoi il a été éliminé. Probablement parce que certains voulaient prendre sa place. C'est ce qui s'est produit avec Mouloud Galib, qui était malheureusement chapeauté par des gens de l'extérieur, mais complètement de l'extérieur, qui venaient des Ouadias. Et c'était des gens de la LN. Ce qui fait que le village ne pouvait plus supporter leurs exigences. Ils avaient apporté avec eux une nouvelle forme de relation, c'est-à-dire les mariages pratiquement à la petite semaine. Et ce qui fait qu'un jour, Guérib Mouloud n'a pas hésité à offrir une de ses cousines à un des adjoints de ce capitaine de la LN. Ce capitaine de la LN ayant été hébergé par Belkacem Dalidj, Asqadi, a vu que sa fille était superbe. C'est vrai que Ralia était magnifique, elle était célibataire. Et donc, à toute fin, il a voulu absolument se marier avec elle, tout en étant déjà marié aux Ouadias. Hein. Ce qui fait que Belkacem a refusé tout net, bien que Mouloud Galib ait insisté, parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était surtout son intérêt, parce qu'il voyait bien qu'il n'était plus maître de la situation. Il était obligé de faire ce que disaient les gens de la LN. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé, puisqu'ils refusaient, un jour ils ont décidé, c'était, je crois que c'était la belle-mère ou la belle-mère de Mouloud qui, connaissant bien les diriges,
a été les avertir qu'il se présentait quelque chose. Et ils étaient en train de préparer l'élimination de Belkacem, carrément. Et donc, à la suite de ça, il s'est adressé à la SAS, ce qui était quand même terrible, d'aller demander à l'ennemi, parce qu'il faut le dire, Derige était un patriote, l'un des plus grands patriotes du village. D'abord, il avait les moyens, c'est vrai, mais il n'a jamais rien refusé aux Moudjahidines. Il a toujours été là à les aider dans tous les domaines. Et il s'est retrouvé un jour à aller demander l'aide du capitaine Oudinot. Bon sang, mais c'était incroyable. Et donc, le capitaine Oudinot a profité de l'occasion. C'est vrai que ça lui tombait comme ça, une occasion comme ça, il ne fallait pas qu'il la rate. Et donc, il est venu au village, il a récupéré donc la famille d'Eric pour éviter un massacre. Et de ce jour-là, les gens du village, ayant subi ce qu'ils ont subi, ils ont décidé de couper les ponts avec les gens du FLN. Voilà. C'est à partir de là que le village s'est rallié. On ne peut pas dire que ce soit rallié. C'est parce que le FLN exigeait tellement que c'était pas possible, quoi. Le NIF kabyle que vous connaissez ne pouvait pas admettre ce qu'ils exigeaient à présent. Ils ont mangé, ils ont été hébergés, ils ont été habillés. Et là, ils demandaient des choses absolument... pour nos mœurs, c'était pas possible. Donc, ça s'est fait comme ça. Donc, le capitaine a sauté sur l'occasion et le village s'est rallié. Voilà. Et donc, à partir de... Je crois que c'est en juin 59, ils ont débarqué. Ils ont mis des gens... ils ont donné des armes à certains du village, quoi. Et c'est là qu'on a vu les barbelés autour du village. C'était vraiment terrible, quoi. Mais si on veut, les gens du village, à partir de cette époque-là, puisqu'ils n'avaient pratiquement plus confiance en les nôtres, les Moudjahidines, parce que il y avait une suspicion qui s'était installée et franchement, ça ne marchait plus du tout s'ils les recevaient. Et c'est vrai qu'ils continuaient à les recevoir. C'est vraiment à contre-cœur. C'était pas... Et donc, à partir de là, le village, les gens du village ont commencé à souffler. Il y avait, si vous voulez, il n'y avait plus cette tension qui existait avant le ralliement, parce qu'ils étaient pris en tenaille entre ces gens du FLN qui avaient totalement changé leur attitude, et puis les militaires qui voulaient absolument, coûte que coûte, quitte à, par exemple, à faire des exemples. Quand ils tirent dans la tête d'un gamin ou de quelqu'un qui sort pour aller faire pipi au coin de la maison, c'était une forme de pression, mais c'était insoutenable. Ils faisaient des exemples. C'était des exemples pour que le village se décide un jour à baisser les bras et dire d'accord, à partir de maintenant, nous nous défendrons nous-mêmes. Voilà. Mais je ne pense pas qu'ils aient pu dire un jour au capitaine Oudinot, nous serons vos vassaux, ou voilà, des trucs comme ça, quoi. Il n'était pas question de ça, à mon avis. Jamais il a été question d'un ralliement. Et surtout pas au capitaine Oudinot. Peut-être à la France. Ça, je reconnais que les Kabyles n'ont jamais été contre la France, mais contre les façons de faire du capitaine et de ses sbires, ça c'était clair. Les gens du village... mais pour arriver à se rallier à ce bonhomme, il faut avoir vécu ce qu'ils ont vécu. Alors, il y a un moment qui est important, c'est quand le village s'est rallié, entre guillemets. Oudinot, on a fait toute un moment de propagande, etc., pour l'Algérie française, etc. Donc, il va faire venir De Gaulle. Avant, il a sorti des grandes manchettes dans beaucoup de journaux d'Alger, et il en avait fait un exemple. Oui. Pour lui, c'était la victoire, quoi. On était reparti pour encore une centaine d'années, quoi. Il n'y avait pas de problème. Et donc,
pour faire connaître cette réussite, il a invité donc le général. Charles de Gaulle, Voilà. oui, qui va venir à Tizi-Bel Oui, le 30 août. le 30 août 59. suivant. Voilà, Oui. exactement. Charles de Gaulle donc arrive à Tizi-Bel, vous étiez là, Oui. mais simplement il ne va pas tenir le discours qu'Oudinot attendait. Voilà, exactement. Si on peut dire que ça a été on pourrait dire une gifle magistrale que le capitaine a reçue de la part du général, puisque c'est incroyable. Très peu de gens le savent, mais le discours sur l'autodétermination qu'il va donner à la télévision de Paris le 16 septembre 59 suivant, quoi, il l'a rodé chez nous, à Tizi-Bel, devant la mairie. Et c'est là qu'il a décidé, qu'il y aurait un vote d'autodétermination pour le peuple algérien, que ce dernier devra se gérer lui-même, se gouverner lui-même, et en particulier les Kabyles, et que la France jusque-là, qu'il donnerait la parole à ceux qui ne l'ont jamais eu jusque-là, quoi. En fait, c'est ça. Juste une remarque par rapport à ça. Au moment même donc où Oudinot ayant réussi son coup à Tizi-Bel avec la complicité objective de quelques types du front du village, il a, donc en même temps que De Gaulle tenait ce discours parlant pour la première fois en effet d'autodétermination, il préparait un certain nombre de choses, notamment toutes les opérations militaires qui vont balayer, ratisser toute l'Algérie, du Maroc jusqu'à la Tunisie, pour éliminer toute trace de l'ALN. Les fameuses opérations jumelles, pierres précieuses et d'autres, ça c'est un aspect de sa politique. Deuxièmement, De Gaulle avait décidé en fait de mettre un terme à la guerre. Tout son problème, c'est de trouver les interlocuteurs qu'il va avoir en face. Comme il refusait, pendant longtemps, il a refusé de considérer que le FLN était l'interlocuteur, puisque c'est lui qui avait lancé l'insurrection et qui s'était opposé à la colonisation. Et donc, il a sorti toute une stratégie. Donc, premièrement, donc stratégie militaire. Deuxièmement, il a lancé un plan de développement pour l'Algérie. C'est le fameux plan de Constantine. Et dans l'objectif, c'était de susciter, à travers un certain nombre de mesures économiques, à travers l'élargissement de l'instruction, l'ouverture de l'administration, une force, c'était la fameuse paix des braves, une force qui aurait été un interlocuteur pour négocier la fin de la guerre d'Algérie. Mais ça, il l'avait commencé déjà en 1958, quand il est arrivé au pouvoir. C'était un peu dans cette perspective-là qu'il avait pour mettre un terme à la guerre, parce que De Gaulle a compris en fait dès le départ que la colonisation c'était fini. La Tunisie en 1956 venait d'avoir son indépendance, le Maroc c'était la même chose, les pays d'Afrique noire étaient en phase d'indépendance. Donc restait ce chancre qui était l'Algérie, qui était en pleine guerre, dont la population était archi-mobilisée, et donc il fallait trouver une alternative. Mais pour cela, il y avait un obstacle de force, c'était les pieds noirs français, c'était les schiaffino, les grands bourgeois pieds noirs dont l'Algérie était la richesse, et qui n'entendaient pas, eux et la masse des pieds noirs qui vivaient un peu de ces privilèges-là, qui n'entendaient pas laisser tomber. Alors, donc, en 1959, De Gaulle a compris que la force qu'il était en train de chercher pour être son interlocuteur, en fait, elle existait déjà. Il n'était pas nécessaire de faire tout cela pour la créer, pour être un interlocuteur crédible. Elle existait déjà puisque, à l'extérieur des frontières, se constituait une puissance administrative avec le GPRA et tous les gens qui étaient autour de lui, avec l'armée des frontières qui se constituait là-bas sans jamais rentrer au pays pour apporter quoi que ce soit qui puisse aider les quelques maquisards qui finiront par rester en 1962
et qui étaient complètement dépourvus d'armes de munitions parce qu'il y avait les fameux barrages qui ont été mis en place et qui ont été quasiment imperméables. Donc De Gaulle s'est dit finalement, pourquoi est-ce que je ne négocierai pas avec ceux-là, puisque eux-mêmes veulent négocier. Parce que les premiers contacts entre l'armée des frontières, on va dire ça, à l'époque portés dans la représentation, étaient faits par le GPRA. À partir de très tôt, ils ont commencé à établir des contacts comme ça pour voir est-ce qu'on peut mettre un terme à la guerre, quelles sont les conditions, etc. Et à partir de 1959, 1960, De Gaulle a compris qu'il fallait, pour discuter avec les gens des frontières, il fallait laminer le rapport de force qu'il pouvait représenter à l'époque. L'armée qui était aux frontières, elle ne pouvait pas rentrer, donc il fallait l'éliminer, il fallait faire le vide à l'intérieur du pays. D'où ces immenses opérations militaires qui ont fait beaucoup de mal aux maquisards. Mais terrible, absolument terrible. Parce que à la fin, on n'avait plus de maquisards. Hein. À la fin 59, il n'y a plus de maquisards. Il n'y avait plus personne. On avait encore les cellules, mais il n'y avait pratiquement plus personne. C'est pour ça que c'était devenu assez difficile. Ils étaient devenus un peu menaçants. Ils n'étaient plus à l'aise du tout. C'est pour ça que la plupart des copains étaient partis. Les hommes avaient fui le village. Même mon ami, le dernier, on était ensemble tout le temps, mais là, il était parti au mois de mars. Et moi, je me suis retrouvé tout seul avec les vieux, les femmes, les enfants. Et franchement, en plus, je leur en voulais parce que je me disais, eux qui sont nés ici, ils sont des Kabyles, ils sont tous en France, et moi qui suis né en France, je me retrouve ici coincé. Et c'était vrai que c'était difficile. Et pour revenir à De Gaulle, moi je crois que De Gaulle, lorsqu'il a dit aux Pieds Noirs, je vous ai compris le 13 mai, quand on lit bien le discours qu'il a prononcé, ce jour-là, les Pieds Noirs auraient dû se dire c'est fini. Parce que c'est ce jour-là qu'il leur a dit dorénavant, il n'y aura plus qu'une seule et même population dans toute l'Algérie. Et quand vous avez 9 millions d'Algériens de souche et 1 million de Français de souche, c'est tout simple. Hein. On doit comprendre immédiatement que les choses vont changer radicalement. Dès le 13 août, c'est pour ça que quand ils pensent que le 13 août, ça a été un formidable sursaut des Pieds Noirs, en fait, pour moi, c'est le plus grand fiasco des Pieds Noirs. Le 13 mai, pardon. Le 13 mai 58. Donc, ça a été le plus grand fiasco. À tel point qu'ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de musulmans, ou très très peu c'était. Et à la suite de cela, Massu a décidé que le 16 août suivant, ils allaient réitérer, en plus gros bien sûr, parce qu'ils pensaient que les médias internationaux s'en seraient aperçus. En plus, c'était vraiment visible, quoi. Ça faisait mauvais effet à l'international. Donc, ils ont décidé, c'est l'armée qui a décidé, d'aller chercher tous les musulmans dans les villages, les bidonvilles, à camion plein, des convois, pour les ramener ce jour-là au forum et faire une véritable fête. Et c'est là qu'on les a entendus dire « Tenez-vous la main ». Discutez entre vous, faites la fête, on est tous des frères. Vous voyez, mais c'était un fiasco. Voilà, il faut le dire, quoi. Alors en 59, tu n'étais plus déjà en Kabylie, tu étais allé à Alger. Alors voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvé dans les griffes du capitaine Oudinot après? Oui, alors à la suite de mon départ, j'ai fait appel à Kelsoum, ma tante qui m'avait déjà sauvé la mise bien des fois. Et là, elle a répondu présent, donc elle a accepté que je vienne la retrouver à Diyar el-Marsoul, à Alger, où elle habitait. Elle avait fui le village, elle, en 57. Et elle a réussi à partir, donc elle m'a reçu chez eux. Ali a bien accepté de me recevoir chez eux. J'étais reçu comme un enfant de la maison, quoi. Ils étaient vraiment sympathiques. Et
c'est comme ça que Ali m'a trouvé du travail chez un expert comptable du centre-ville, rue du Mont-Durville. Et donc j'ai travaillé, j'ai commencé comme coursier, je tapais à la machine, j'avais repris mes cours du soir, voilà. Parce que j'avais des lacunes, plus que ça même. J'étais le cancre en fait, j'étais un cancre au village. Moi. Enfin, c'est vrai que en tant que fils de Française, c'était pire que tout. Voilà, mais c'est bon. Alors j'ai essayé de rattraper un petit peu ça. J'allais chez les Pères Blancs. Rue Bencheneb, qui ont accepté, parce qu'ils étaient déjà plusieurs élèves qu'ils ont récupérés, notamment dans les villages qui ont été bombardés, et des orphelins souvent. Et donc j'ai fait partie de cet ensemble qui a été formé par les Pères Blancs. D'ailleurs, il y avait c'était des civils pieds noirs qui donnaient des cours, comme quoi tous les pieds noirs n'étaient pas à mettre dans le même sac. Il y en avait des très très bien, moi j'en ai connu des vraiment... Donc j'ai fait mes cours de soir là, j'ai travaillé chez M. Maurice Cohn, où j'ai vécu une vie absolument incroyable par rapport à ce que nous vivions au village. Quoi. Enfin, j'ai quand même... il m'a hébergé, c'est quelqu'un qui ne me connaissait pas du tout, il m'a hébergé, il m'a nourri, je travaillais chez lui, je vivais chez lui, enfin pas totalement chez lui parce que les appartements étaient d'un côté, et je vivais dans les bureaux. Il y avait un grand bureau avec une grande table et le soir je déroulais mon matelas, c'était un matelas de boudin, et je dormais donc sur la table, d'où je me suis rétamé plusieurs fois. Enfin bon, mais c'était quand même une vie assez extraordinaire parce que je mangeais comme eux, je travaillais, j'aimais beaucoup ce que je faisais, j'apprenais des choses, mais tous les jours j'apprenais. Et puis jusqu'au jour où d'ailleurs, à cette époque-là, il y avait Ali Chouban, on se rencontrait à Alger. Il y avait aussi Youssef Digous, là, il était là. On se voyait souvent, on allait se promener, on déconnait pas mal. Donc c'était une vie paradisiaque, c'est vrai. Hein, toi, tu étais chez ta tante aussi. Voilà, c'est ça. Et donc, c'était merveilleux, quoi. Et puis un jour, malheureusement, en descendant l'escalier, j'allais faire les courses pour Virginie, qui nous faisait la cuisine. Donc je faisais un peu de tout, quoi. Je faisais les courriers, les commissions, tout. Et ce jour-là, je descends l'escalier, j'avais deux bouteilles, et je tombe, et une bouteille me rentre dans la main. Oui, et je suis blessé, donc je suis emmené immédiatement à Mustapha. Donc on me recoue tout ça. Malheureusement, je ne peux pas reprendre mon travail, j'aurais été plus une gêne qu'autre chose. Alors donc, ils m'ont proposé d'aller... chez Kelsoum, encore une fois. Elle m'a récupéré. Mais comme ils sont très nombreux dans ce petit appartement, c'est vrai qu'Ali avait deux femmes, plusieurs enfants, il y avait Kelsoum, donc c'était beaucoup trop. Et on m'a conseillé, on m'a suggéré de rentrer au village. Et puis ma mère, tant que dire, avait profité de cette occasion pour dire oui, tout va très bien au village, tu n'as qu'à rentrer, tu feras ta convalescence au village. Et ne t'inquiète pas, tout va très bien. Et pour me rassurer, Kulsum m'a demandé de lui rapporter de l'huile. Je devais rentrer dans les 3 semaines, quoi, il n'y avait pas de problème. Alors j'ai pris le bus jusqu'à Tizi Ouzou, puis je suis monté comme d'habitude dans le camion, le berlier. Et puis, arrivé à la SAS, je vois Yarbi, c'est plus du tout pareil. Les gens ont l'air d'être sympas, quoi. On croise un militaire, il dit rien, il menace pas, c'est incroyable. Je rentre au village, et d'abord Oudino m'appelle, je passe comme tout le monde, il commence à me poser des questions, qu'est-ce que tu fais, chez qui tu es, est-ce que tu travailles, quel est ton niveau de... Enfin, il savait déjà tout de moi, hein. Mais enfin, il voulait savoir ce que je faisais chez Maître Cohn, expert comptable. Donc je lui ai tout raconté, et puis il m'a relâché. Il n'a pas été sympa, mais enfin, il n'a pas été virulent comme il l'était avant, quoi. Avant, c'était un type terrible. Il vous figeait sur place. Il était vraiment... C'était un tyran, quoi. Franchement, un tyran. Quand c'était un tyran. Moi, je sais qu'il m'avait fait peur à maintes reprises, et là, c'est vrai que ça allait mieux quand même. Je ne comprenais pas très bien pourquoi.
Mais lui m'a dit, oui, t'inquiète pas, au village tout va bien, t'as qu'à rentrer, tout va très bien. Je rentre au village, donc je me soigne. Pendant 3 semaines, bon, j'ai retrouvé Saïd, on va au champ, il m'explique tout ce qui s'est passé entre-temps, quoi. Il me raconte tout. Et, au bout de 3 semaines, je reviens à l'Arba, Souq l'Arba, pour faire des commissions. Et puis je me dis, tiens, je vais aller poser la question pour voir si je ne peux pas avoir mon laissez-passer pour rentrer, retrouver mes habitudes, mes études, tout ça sur Alger. Et arrivé là, monsieur Kakchiata, qui était dans le bureau des identités, des passeports, quoi, des passes, oui, c'était un genre de passeport, quoi. Il me dit, non, pour l'instant, je vais vous emmener chez le capitaine. Et puis il m'entraîne chez le capitaine. Et arrivé là, le capitaine me regarde dans les yeux et me dit, tu ne retourneras pas à Alger. Oh, alors là, moi, c'est un petit peu comme s'il me donnait une gifle. Et je dis pourquoi? Mais je vous ai expliqué que j'étais là pour une convalescence, que j'avais beaucoup de choses à faire, j'ai des études il faut que je rattrape mon retard, vous le savez très bien. Je n'ai pas été à l'école j'ai été à l'école jusqu'à l'âge de 13 ans. Il me dit, il n'est pas question, tu ne rentres pas, tu n'as qu'à rentrer au village, tu resteras ici. Alors j'ai essayé de savoir pourquoi, j'ai tradé. Il me dit, puisque c'est comme ça, je vais te faire emmener par un marzen qui va t'emmener jusqu'à la sortie du village. Et donc il y a deux Moraznis qui m'emmènent jusqu'à la sortie du côté de Akaya Belkan, un peu avant, mais ils me lâchent et puis je suis obligé de rentrer. Et j'avais pas, il y avait rien à faire. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai demandé à Abdelkassem, il m'a dit, écoute, pour ne rien te cacher, il veut rallier tous les villages et il manque d'hommes. Et alors tous ceux qui lui tombent sous la main, il les relâche plus. Et même si moi j'essaye d'intervenir, il ne m'écoutera pas. J'ai déjà essayé pour un cousin, quelqu'un de la famille, ça n'a pas marché. Il en est même mort. Bref, j'ai essayé avec Ali. Il me dit, écoute, moi je ne vais pas te raconter d'histoire. Tizibel s'en sort. Mais il faut bien te dire une chose, tous les autres villages, c'est l'enfer. C'était comme avant le ralliement de Tizibel. Donc ils souffrent, ils essayent par tous les moyens de les rallier. Et il faut dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de ralliement. Bien qu'ils disent dans son livre qu'il y en avait, c'est pas vrai. Il n'y avait que Tizibel, Moutazouz ne l'était pas, Taoulet Moussa non plus. Et donc, je suis resté là. Au bout d'un mois, il me fait passer un message comme quoi il avait une solution. Une solution qu'il fallait que je me présente le prochain mercredi. Et donc j'y suis allé et je me suis présenté à lui. Mais entre-temps, j'avais demandé au moins 3-4 fois. Et à chaque fois, les gens du Marsen me ramenaient manu militari jusqu'à la sortie du village et me lâchaient là jusqu'à ce que je rentre chez moi, quoi. Et c'était arrivé au moins 4 fois. Et là, c'est lui qui me demandait de venir. Alors j'y vais. Heureux quand même, je me disais, ça y est, il a peut-être changé d'avis. Parce que j'ai tout essayé. J'ai même j'ai fait appel à mon patron qui a intercédé. Ça n'a pas marché. Je me suis dit, il sera peut-être plus à même avec les religieux. J'ai fait intervenir le père Farn, très gentil. Pareil, il l'a envoyé sur les roses. Apparemment, il n'aimait pas les religieux. Et donc, je suis allé le retrouver dans son bureau et puis il me dit, voilà, j'ai un marché à te proposer, puisque tu as 17 ans et demi, donc tu es presque bon pour le service militaire, je te propose de faire ton service militaire ici, à mon service. Il sera homologué normalement, tu auras ton livret militaire et ça se passera bien, tu feras des travaux de secrétariat, puisque tu tapes à la machine, tu t'en serviras, tu rempliras les fiches et tout ça. Bon, je n'avais pas le choix. Il fallait que je... Et donc j'ai commencé le 1er juillet, je crois que j'ai commencé le 1er juillet. Donc je suis venu, ils m'ont refilé un treillis qui était 2 fois trop grand pour moi, j'étais un véritable clown.
Il a fallu remonter les manches, tout. Heureusement que les femmes du village me les ont retapées. Et donc j'ai commencé à travailler avec le monsieur Kakshiata, là, dans le bureau des identités, des laissez-passer, tout un tas de documents que les gens, des gens des villages environnants venaient chercher, et ils venaient de très loin d'ailleurs. Et souvent, ils étaient assez maltraités par justement ce bonhomme qui était sans scrupules. J'ai jamais vu gifler quelqu'un, mais il était vraiment une saloperie. Donc j'ai travaillé avec lui. Ils m'ont fait faire tout un tas d'imprimés. J'avais une machine qui s'appelait une Ronéo, à chauffer, parce que le capitaine Oudinot avait tendance à... Il voulait absolument rallier les villages, donc il faisait des prospectus, de la propagande, lisait, faites lire, des trucs comme ça, quoi. Il racontait tout un tas de choses, les Félagas, vous Gruges, moi je suis prêt à vous apporter de la farine. Seulement, il oublie de dire que lorsqu'il a apporté, d'ailleurs c'était pas de la farine, de la semoule, mais lorsqu'il est venu nous en apporter, c'est parce qu'il avait exigé, il avait fait un blocus de tous les villages, ce qui fait que pendant plusieurs semaines, voire des mois, on n'a pas pu aller sur Tizi Ouzou nous ravitailler, ce qui nous a obligés, avec les gens du village, à aller nous ravitailler à comment on appelle ça, au Swadia, et Wadriyen. 2 nuits, on a été avec les copains, avec des ânes. On a rapporté le truc nécessaire, quoi, du blé, de l'orge. Mais c'était lui qui organisait la famine. Et ensuite, on pourrait dire, il venait avec de la semoule. Et en veux-tu, en voilà. Mais n'invitez plus les Félagas, c'est eux qui vous grugent, voilà. Donc j'ai passé 1 an là-dedans, 1 an, 2 ans à la SAS. On rentrait tous les samedis avec Yarvi, à pied, on faisait 8 km. Le week-end, on partait 8 km pour rentrer au village, avec notre fusil, pointé vers le bas, bien sûr, en treillis. Alors, on faisait à pied 8 km, on traversait Tegmout et Azouz, et on revenait pour le lundi pour reprendre le travail. Ceci, pendant 2 ans, j'ai fait ça. Yarvi, lui, il l'avait fait 1 an auparavant, et de tout temps, par tous les temps. De gauche, absolument. Oui, oui, oui. Mohd aussi, le frère de Khira, pareil. Mais on a vécu des moments très difficiles parce qu'on s'apercevait quand même que on ne savait pratiquement rien de ce qui se passait réellement dans la SAS parce qu'on était vraiment marginalisés. À un moment, j'avais un autre travail. L'Arvin le faisait depuis déjà plusieurs années. Lorsque les bus arrivaient, les cars arrivaient, les gens étaient fouillés, on regardait dans leurs couffins, tout ça, s'ils avaient quelque chose. Mais enfin bon, on regardait pour regarder, mais on s'en fichait complètement. Ils pouvaient passer ce qu'ils voulaient, hein, les gens. Au contraire, on leur disait, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème, sauf quand quelqu'un se pointait, un Français ou un militaire arrivait, à ce moment-là, on faisait la gueule, on prenait des attitudes plutôt agressives, mais les gens le savaient très bien, ils savaient très bien comment ça se passait. Voilà. Une question. Oui. Vous n'étiez pas inquiété par les moudjahidines qui Eh ben, étaient présents dans la région? Non, Je parce voulais que poser la question autrement. Ouais. Est-ce que vous aviez des contacts avec le FLN? des contacts, on n'en avait pas directement, mais on nous faisait dire, on nous faisait dire. Quand quelqu'un arrivait et qui vous prenait les mains comme ça entre les 2 mains en disant mais, continuez comme ça, voilà, c'est tout, continuez comme ça, voilà. Et pour nous, avec l'Arbi, on se disait bon, si on nous laisse passer, quel que soit le temps, qu'on nous laisse faire. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que on a eu quelqu'un de Tizi Bel qui s'appelait Vlaez Mzbah, qui était garde champêtre, et donc il a fait peut-être plusieurs fois l'aller-retour, mais une fois il s'est fait carrément tuer sur la route, juste en haut des Sœurs Blanches, quoi. Il a été éliminé par le FLN, parce qu'il y en avait partout. Il ne faut pas croire que parce que les Tizi Bel étaient ralliés qu'il n'y en avait plus.
Ils nous regardaient passer. Et ils étaient là. Alors, je pense qu'ils ont dû comprendre quand même ce que faisait avant moi Yarvé, et puis moi, j'ai continué, j'ai fait que suivre ce qu'il faisait. C'est un gars absolument épatant. Mourad aussi, ils étaient vraiment très bien. C'était des Kabyles, hein, ils étaient là plus au service des Kabyles qu'au service de Dino. Ça, faut le savoir. Hein. C'est pour ça que, en rentrant, on faisait 8 km avec nos armes. Jamais on a eu le moindre ennui. Jamais quelqu'un nous a arrêtés ou posé même des questions. Non. À chaque fois qu'on avait affaire à quelqu'un de notable d'un village, souvent il venait en nous serrant un petit peu la main en disant continuez comme ça. Voilà, c'est tout. Continuez comme ça. Tout va bien. Voilà. Donc, je pense qu'à un moment, les gens, les nôtres, quoi, parce que c'était quand même encore les nôtres, même s'ils avaient changé un petit. Quoique non, c'était des gens quand même des villages voisins. Les gens à Taoulis Moussa, c'était toujours des gens de Taoulis Moussa. De Tagmout Azouz, c'était toujours des gens de Tagmout Azouz. Quand on traversait ce village, ils étaient là. Donc, ils savaient parfaitement ce que nous faisions. Ils savaient parfaitement tout ce qui se faisait. Qui faisait quoi. Donc, on n'avait pas peur. Alors, on arrive à avril 61. Là, tu as raconté un peu le travail, ce que vous faisiez à la SAS. Arrestation d'Oudinot. Ah oui, ça, c'était le. Et qu'êtes-vous devenu à ce moment-là? Oui, c'était le grand choc parce que là, c'était vraiment. Du jour au lendemain, il y a des gendarmes qui viennent, il y a même des militaires qui viennent arrêter le capitaine, quelqu'un qui était au-dessus des lois. Au-dessus des lois, il l'avait dit lui-même, les lois le gênaient. Quitte à passer à côté, il faisait ce qu'il voulait. C'était quelqu'un qui n'admettait pas qu'on refuse ce qu'il a décidé. Et quand il avait décidé quelque chose, quoi qu'on en fasse, il allait jusqu'au bout. Donc c'était quelqu'un au-dessus des lois. Il avait comment on appelle ça, un adjoint qui s'appelait l'adjudant Lèche, une éminence grise qui faisait tout ce que le capitaine décidait, quoi. C'était un tortionnaire. Je suis persuadé que beaucoup de gens des villages se souviennent de ce type, quoi, parce qu'il a probablement torturé bien des gens. Quoique nous, à cette époque-là, c'était incroyable, mais nous ne savions pas où ça se passait. Les villageois nous disaient, mais nous ne savions pas où ça se passait. Ce n'est qu'après avoir visionné le film d'Oudinot que comment il s'appelle, De Funès, le fils de Funès, a montré une photo qu'il disait être le blocos dans lequel étaient torturés les gens. Et j'ai reconnu une maison qui était en contrebas du chemin juste en face de la gendarmerie. Mais jamais personne n'a pu, même là, lui, on n'a jamais su où ça se passait. On savait parfaitement qu'il y avait des trucs, mais on ne savait pas où et qui. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, il était tombé de son piédestal. Bon, c'était une jouissance certaine pour beaucoup, dont moi. Et il n'y a pas eu de manifestation à son profit ou le défendant ou disant qu'il était quelqu'un de bien. Au contraire, moi je trouve que les villageois ne sont pas venus. Il a été arrêté. Il n'y a pas eu de manifestation pour le défendre ou s'indigner, non. Les gens de la SAS ont été affolés et puis abattus complètement. D'ailleurs, dans les jours, semaines qui ont suivi, la plupart ont disparu. La plupart, c'était vraiment des gens pas recommandables. Hein. C'était des gens, des civils qui étaient armés et en plus, ils agissaient vraiment comme s'ils étaient des militaires. Il y en avait qui étaient bien, mais très très peu. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ça a été repris par un. Enfin, il est parti, on peut dire, comme s'il n'avait pas existé, le capitaine Oudinot. Il faut bien le dire. Hein. Personne dans les villages n'en a fait cas, pratiquement. On a senti une différence, c'est sûr. On s'est dit à partir de ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui changeait, notoirement, quoi. La France allait baisser les bras. A-t-on eu raison de se rallier voilà, bon, mais
pour le capitaine Oudinot, il est parti comme s'il n'était jamais venu, quoi. En Voilà. fait, juste un point d'explication pour l'arrestation de Oudinot. Oudinot, à partir de 59, oui, s'est inscrit dans la mouvance des ultras d'Algérie, qui à ce moment-là ont compris que le « je vous ai compris » de Gaulle, il l'avait mal interprété. Et que par conséquent, ils ont commencé à se bouger et ils ont essayé d'identifier, évidemment, ils ont essayé de constituer un rapport de force qui leur soit favorable au sein de l'armée française. Et il y avait effectivement beaucoup d'officiers qui n'entendaient pas que De Gaulle fasse, comme il était en train de faire, ce qu'il veut, quitte à brader l'Algérie, alors que ça faisait plusieurs années à ce moment-là qu'ils étaient en train de se battre pour que l'Algérie reste française. Et donc, il y a eu des tas de rencontres, de conciliabules, de rapprochements qui se sont faits au sein des officiers de l'armée. Et ce qui a obligé d'ailleurs à partir de fin 59, l'état-major français a procédé à des déplacements, à des renvois d'officiers à la retraite, à d'envoyer, parce qu'il y a une règle qui fait qu'au bout de 2 ans, un officier peut être envoyé dans les colonies, Madagascar, La Réunion, etc. Donc ils ont assaini un peu la situation et donc ils ont mis en place tout un réseau, enfin un système de surveillance de l'armée et des civils, de façon à permettre à la stratégie que De Gaulle a mis en place, à lui permettre d'avancer sans qu'elle soit contestée fondamentalement par des forces susceptibles de l'empêcher d'aboutir. Et Oudinot a évidemment été repéré depuis un moment, c'était un adjoint avec un certain nombre d'officiers à Tizi Ouzou, avec le général Faure, dont dépendait toute la structure militaire dans la région de Tizi Ouzou. Ils ont été identifiés comme étant des ultras. Et à partir d'un certain moment, donc en janvier, je ne sais plus quelle date exactement, en avril 61, donc, ils sont venus et ils ont chopé Oudinot, ils l'ont emmené, laissant donc la SAS tourner en rond. Ah oui. Alors, une chose, c'est que nous ne savions pas cela. Nous n'avions aucune idée de. Oui, nous pensions simplement parce que. Nous pensions surtout que parce que le général de Gaulle n'a pas apprécié son comportement en Kabylie et qu'il avait décidé de le relever, c'est tout. Mais on ne pensait pas, à cette époque-là, nous étions loin de penser qu'il faisait partie de l'OAS. Non, pour nous, c'était quelqu'un qui avait commis des crimes. Que De Gaulle est venu quand il a vu le village soi-disant libéré. Pour lui, un village libéré, c'était pas du tout cet aspect que doit avoir un village libéré. Il en a libéré, il le savait. Donc, pour nous, il avait tout simplement fait arrêter Oudinot parce qu'il avait exercé des sévices et tout un tas de choses en Kabylie. Donc en janvier 62, tu es toujours à la SAS, puisque la SAS, exactement. Il y a quelqu'un d'autre qui a été mis à la place de Oudinot. Elle a changé un peu elle a changé de nature, tout à fait. de stratégie. Ah oui, tout à fait. Elle a changé de stratégie. Oui. Et le 15 janvier 62, tu es convoqué au centre de sélection de Blida. Oui, pour ton service militaire. Oui, le commandant vient me dire, écoute, il faut que tu ailles à Blida, passer tes 3 jours de présélection. Mais j'ai dit, pour l'armée, j'ai dit, mais le capitaine m'a dit que j'étais en train de faire mon service militaire, là. Il me dit, je ne sais pas ce que vous a raconté le capitaine, mais normalement, vous devez vous présenter à Blida pour effectuer vos 3 jours. Et donc, franchement, là, je ne comprenais rien. Ils m'ont donné une tenue, donc la voilà, d'ailleurs. Cette tenue, c'est lorsque je suis revenu de Blida, je me suis arrêté à Alger. Et j'ai pris une photo avec le fils de la dame qui m'avait hébergé, Madame Hernandez. Donc, on m'avait offert cette tenue.
d'ailleurs qui ne m'allait pas du tout parce que c'était trop grande partout. Il a fallu que je m'arrange avec des élastiques. Bref, je suis parti les 3 jours, donc je les ai passés. Et en revenant sur Alger, je me suis arrêté donc pour cette photo. Les gens de Blida ne comprenaient rien du tout à tout ce que je leur racontais, puisque je leur disais, écoutez, ça fait déjà bientôt 2 ans que je fais mon service militaire à la SAS des Villeneuve. Et ils me prenaient pour un... Donc, je suis rentré. Alors, curieusement, j'aurais pu rester à Alger, mais je voulais finir ce service militaire de malheur, parce que il me tenait à cœur, parce que j'étais parti pour le faire et je voulais le terminer. Donc, je suis rentré au village, et en plus, j'étais marié. Donc, il fallait que je rentre, et je suis rentré, et au bout d'un... Alors, la SAS roulait tout doucement. Alors après, c'était vraiment les mains courantes, il n'y avait plus rien, quoi. Les bus passaient dans un sens comme dans l'autre, on n'arrêtait plus personne, on ne demandait rien à personne, c'était vraiment cool, hein. Il y avait pratiquement plus de... Les gens ne sortaient pas, les militaires de la SAS, comme disait Mohamed, c'était différent des militaires de l'armée française, quoi. Les militaires de la SAS, c'était des Marzennes, c'était surtout des Marocains qui étaient supplétifs, quoi. Même ceux-là ne sortaient pas, on voyait pratiquement plus de militaires. Donc ça a duré comme ça jusqu'au mois de mars, où par exemple, au mois de mars, on a reçu la dépouille de Mouloud Feraoun qui a été donc assassiné. Ce jour-là, on avait l'impression que toutes les Iouzous nous tombaient dessus. Ils sont arrivés avec des bus, des camions, de tout. Il y avait des voitures de toutes sortes, mais à perte de vue. Je ne sais pas... et dans un nuage de poussière incroyable, ils voulaient défoncer le bas, parce qu'il y avait des barrières, donc personne ne pouvait rentrer. Tout le monde, c'était le branle-bas de combat, le commandant était descendu, personne ne l'avait averti de quoi que ce soit, et nous n'étions au courant de rien. Ils voulaient... Enfin, ils insultaient tout le monde, ils insultaient, c'était des traîtres... enfin bref, ils voulaient casser le portail. Et au bout d'un certain temps, on entend parler de Mouloud Feraoun. Et il commence vraiment à s'expliquer que c'était la dépouille de Mouloud Feraoun qu'on était en train de ramener au village pour l'enterrer au village. Et là, ça a été vraiment une catastrophe incroyable. Même là, lui qui, normalement, lui, il est stoïque, jamais là, il a pratiquement cassé son fusil tellement il était devenu fou. C'est vrai que c'était l'horreur. Mouloud Feraoun, en plus, c'est mon cousin. Il est de ma famille, Mouloud Feraoun. J'allais très souvent le voir à Taoulis Moussa. Et puis, pendant que j'étais à Alger, j'allais le voir à Clos-Salambier. C'était juste à côté de Dial Marsoul. Dial Marsoul est là, une grande avenue, et le Clos-Salambier. Donc, j'allais le voir, il était directeur de l'école, et je m'amusais toujours avec Alim, Roland, et on discutait. Je le connaissais bien, c'était quelqu'un de... Il n'était pas gai, mais c'était quelqu'un plutôt de taciturne, toujours inquiet. Il me posait des questions sur ce qui se passait au village. Je lui ai tout raconté, quoi. Mais c'était quelqu'un de très très bien, engagé, un peu comme les Fassi aussi, étaient très engagés. Bien que loin du village, ils vivaient comme le village, hein. Les gens passaient les voir, ils s'arrêtaient, ils les hébergeaient. C'était des gens engagés, différemment de nous, parce que nous, on le vivait quotidiennement, quoi. On côtoyait les Moudjahidines. Eux, c'était différent. Ils savaient plus que nous réellement ce qui se passait. Politiquement, ils étaient bien plus avancés que nous. Moi, j'ai vécu ça au quotidien. Eux lisaient, ils savaient très bien les tenants et aboutissants de la chose. Alors que nous, non, on était dedans carrément de plein pied, quoi. Voilà, donc quand ils sont quand même passés. Et puis un beau jour, oui, on est arrivé le matin, à la fin, au lundi matin. On nous a dit c'est terminé. C'était au mois de juin, oui. On nous a dit vous ne rentrez pas à la SAS, c'est terminé. Vous n'avez plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire. La plupart sont partis, les bureaux sont fermés, on est en train de rapatrier. Et c'est vrai qu'il y avait des camions pleins de caisses, de cartons, tout ça.
Et donc on s'est retrouvés là, défroqués. Il fallait qu'on reparte chez nous sans aucune explication. C'est vrai qu'on l'avait mauvaise, hein. Mais il faut dire qu'on aurait dû quand même s'en apercevoir, parce que déjà à Agnaros, les nôtres avaient déjà pris place dans le village d'Agnaros. Et donc, dans les jours qui ont suivi, on a tous été convoqués, chacun son tour. On passait devant un moudjahidine, un responsable. Ils étaient plusieurs. Et ils nous ont fait la morale, ils nous ont appris que le pays était libéré. Et tout le monde est passé comme ça devant ces gens-là. Mais ce n'étaient pas des gens du village. Alors rapidement, parce qu'on aimerait passer quand même à un échange avec les gens qui sont là, ils ont peut-être des questions. Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment s'est poursuivie ton affaire de service militaire? Oui, alors, c'était pas fini, hein. Le jour où donc, on a été défroqués, ils m'ont remis un dossier. Et je regarde, il y a mes papiers, tout ça, puis il y avait un livret militaire, c'est vrai qu'il y avait écrit au crayon Béni Douala, tout ça. Et donc on rentre, et à la maison, je me dis, tiens, je vais regarder ça, mais il y avait bien un livret militaire, mais il n'y avait rien d'écrit dedans. Il y avait mon nom, mon prénom, ma date de naissance, tout ça, mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas à effectuer son service ou quoi que ce soit. J'étais de rage. J'en étais malade. Bon, je l'ai mis de côté. Et bon, j'ai commencé à essayer de trouver du travail, comme tout le monde. Je vivais comme Ali, tous les copains, quoi, tout le monde, les villages, quoi. Un Kabyle, quoi, parmi les Kabyles, quoi. Et donc, j'ai essayé de trouver du travail. C'était pas évident. Il a fallu... comme on était quand même pas mal connus, puisqu'on connaissait tout le monde, on fouillait tout le monde. Le maire d'Ishal-Diwan me dit, écoute, la mairie, j'ai personne à la mairie, si tu veux, comme tu es pas mal instruit, tu n'as qu'à venir le secrétariat. Oh, je dis, c'est terrible, formidable. Alors, comme c'est un petit peu loin quand même de Tizi Ouzou, je me paye une mobilette et à Tizi Ouzou. Et donc, je fais pendant 3 mois environ, oui, je fais l'aller-retour, je rentre au village avec ma mobilette. Et elle a souffert, bien sûr, je la réparais tant que je pouvais. Je faisais mon travail, j'aimais bien. Jusqu'au jour où elle m'a lâché, c'était pas possible de faire autrement que de... J'ai été obligé de lui dire, ben, écoute, je ne peux plus venir parce que il n'y a plus de pièces, parce qu'à Tizi Ouzou, il n'y avait plus de pieds noirs, hein. Tout était tenu par les Français, il faut bien le dire, hein. En fait, c'était l'apartheid qu'il y avait en Algérie. C'était l'apartheid. C'était pas autre chose. Tout était tenu par les Européens. Bah, d'où qu'ils viennent, d'Allemagne, la plupart étaient des Espagnols, des Italiens, tout ce qu'on veut, quoi. Mais c'était des Européens. Il faut bien se dire une chose, c'est que quand ils débarquaient, le premier pas qu'ils mettaient sur le quai d'Algérie, ils étaient de facto français. Vous qui étiez à côté de lui, vous étiez né là, vous n'étiez toujours rien, vous étiez toujours sous le régime du... Voilà, hein, indigène. Donc, j'ai été obligé donc, de partir pour Alger. Encore une fois, il a fallu que je cherche quelqu'un qui puisse m'héberger au moins quelques temps pour me débrouiller, quoi. Et alors, encore une fois, vous savez comment c'est en Kabylie, on a tous des cousins, que des cousins, hein, nous. Et donc j'avais Mouradatou Volken qui a bien voulu me recevoir. Et en plus, c'est vraiment un cousin, hein, vraiment de la famille. Il faut remonter loin, bien sûr. Mais il y a des siècles, tout le village formait certainement que 2 ou 3 familles, pas plus. Et de là, ça a fait des petits. Et, voilà. Et donc, il m'a reçu, il travaillait, il était économe. Tu as remarqué, je parle quand même mieux, hein. Ça va déjà mieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Et donc, je suis arrivé chez lui, il était économe à la direction départementale de l'enfance d'Alger. Donc, il avait un poste important. C'était quelqu'un de très, très bien. Et donc, il m'a dit, écoute, tu tombes bien parce que j'ai quelqu'un qui vient de s'absenter. Pas pour longtemps, mais si tu veux, tu prends sa place. J'ai dit, ok, c'est impeccable. En plus, j'étais hébergé, j'avais une petite chambre, non, une petite cellule. De quoi vraiment... et je mangeais sur place. Et donc, je travaillais. Alors, lui, comme il était économe, moi,
j'étais sous ses ordres, donc je pesais, je mesurais les céréales pour les cantines et tout ça, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, il fallait les nourrir. Et ça a duré au moins 3 mois, jusqu'au jour où le gars est revenu. Et il me dit, Maxon, là, je ne peux pas te garder, il faut que tu trouves quelque chose, il faut aller au centre-ville, parce qu'effectivement, nous étions excentrés. Donc je vais au centre-ville, je fais toutes les rues, je pose des questions. Beaucoup de magasins sont fermés. C'est vrai qu'à cette époque-là, des petites entreprises, il n'y avait plus personne, tout était bouclé, très peu marchait. Et il m'avait dit, écoute, tu cherches tant que tu veux, si tu as un problème pour t'abriter, tu viens, je te garde ta chambre, tu resteras ici, il n'y a pas de problème. Et je cherche jusqu'au jour où je vois une affiche sur une vitrine, cherche aide comptable ou même aide comptable. Oh là là, extraordinaire, parce qu'en plus, moi j'étais aide comptable. Ben oui, j'avais travaillé chez un expert comptable et donc je me considérais comme aide comptable. Enfin, bon. Et donc j'y vais, je rencontre un monsieur, un caddie, oui. On discute, il me dit c'est exactement ce que je cherche. Il est parti sur une discussion, c'était plutôt un monologue, puisqu'il y avait lui qui il me dit, alors, si vous êtes d'accord, vous commencez dès demain, après-demain, quand vous pouvez. Il avait des cartons pleins de factures, de bons de commande, ils étaient pleins, c'était plein de... Ah bon, il me dit, il y a un retard incroyable, le journal a été créé il y a quelques mois, et depuis, rien n'a été fait. Il faut dire que c'est Révolution africaine. Révolution africaine. Alors, c'est incroyable, mais il a été créé dans les anciens locaux de l'écho d'Alger, qui, comme vous le savez, était ultra, et donc du côté de Oudinot, et ça fait bizarre parce que je l'ai appris après, quoi. Et donc j'ai travaillé, j'ai mis de l'ordre dans les papiers, j'ai fait du tri, j'ai rempli les journaux, enfin bon. Ça a duré quelques mois. C'est même là que j'ai connu, je l'ai aperçu, Mohamed Harbi, et qui était aussi directeur après M. Vergès, qui lui l'avait créé, ce journal. Et donc j'ai travaillé là, c'était très bien, quoique l'ambiance n'était pas bonne parce qu'ils se tiraient tous dans les pattes. Et c'est vrai que c'est vrai que c'était épouvantable. Donc un jour, je vais voir le père Farn, je lui explique le truc, je lui dis, je ne vais pas pouvoir rester longtemps, c'est devenu terrible, Alger la Blanche n'est plus la Blanche, je ne reconnais plus rien, c'était l'horreur. Et il me dit, écoute, essaye de tenir le coup, je vais même essayer de trouver un appartement si tu veux. J'ai même trouvé un petit appartement pour y loger. Et bon, j'ai eu des problèmes avec la famille qui refusait que j'emmène ma femme sur Alger pour y habiter, être à côté de mon travail. Et ça a fait un scandale. Bon, j'ai pas insisté, mais c'est dommage. J'avais trouvé un petit appartement du côté de Michelet, là. Et donc, j'ai été obligé de l'abandonner. Et comme tout allait comme ça, dans ce sens-là, je dis au père Farn, il faudrait que je parte pour la France parce que je m'aperçois que moi j'ai fait une bêtise. Parce que j'étais étonné que tous mes copains étaient partis pour la France. Personne n'a voulu rester à Alger. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que c'est... On a été libérés. Normalement, notre capitale... et ce n'est qu'après que je me suis dit, mais ils ne sont pas stupides. Je comprends. Donc je me suis dit, je vais faire comme eux. Je vais rejoindre les filles d'Annie qui sont à... Non, c'était Moukran. Je me suis dit, je vais aller rejoindre Moukran qui est à Thionville, à Bassiyut. Et puis, donc, je prends l'envol, je vais sur Bassiyut, et c'était Goutal Youssef qui me reçoit, qui m'héberge encore, un boulanger, Youssef Atouhné, qui est un cousin, encore une fois. Et donc, je travaille, j'ai trouvé du travail, il y avait beaucoup de travail c'était des usines de métallurgie, mais c'était l'horreur. Je ne sais pas si vous... Des machines immenses à plier des ferrailles, c'était terrible. En plus, le froid. Et je n'arrivais pas à trouver un studio pour mes... Et donc, j'ai décidé de quitter Moukran. Pourtant, on avait fait des belles choses là-bas, on s'était bien amusé. Bossa Nova et tout. Hein.
Et donc, j'ai été obligé de le quitter et je me suis rapproché de Paris. J'ai retrouvé les filles d'Annie. J'ai retrouvé donc Saïd, Mouhed, Aramor, et puis leur père qui était un peu déjanté, que j'ai vécu avec lui à Nanterre. Vous savez, le bidonville de Nanterre, mais c'était incroyable. Je peux pas, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'était des baraques faites de briques de broc, de carton, de tôle. Les égouts étaient à ciel ouvert, hein, c'était dans les rigoles, c'était devant les portes. Bon, bref, j'ai tenu le coup pendant au moins 2 mois. Et en plus, il était alcoolique. Très sympathique, hein, Mouloud, mais il était alcoolique. Il buvait de manière... donc, il faisait des trucs pas... Bon. Et à partir de là, j'ai décidé d'aller retrouver ces enfants qui, eux, étaient jeunes. Et en plus, ils habitaient un grand appartement dans c'était des combles dans un immeuble qu'ils avaient, mais immense, hein, qu'ils avaient aménagé à 3. Et donc, ils ont dit, bon, de toute façon, ne t'inquiète pas, il y a de la place, installe-toi, hein, comme d'habitude. Hein, Et donc, je me suis installé. Et là, j'ai vite retrouvé un boulot, d'ailleurs, qui me plaisait bien, à Puteaux. Et à la suite de ça, comme j'étais vraiment bien, je gagnais bien ma vie, je faisais des heures supplémentaires, je me débrouillais bien. J'ai pris une chambre, donc j'étais indépendant. Et ça allait très bien, j'étais vraiment content. Jusqu'au jour où un matin, 5 heures du matin, même avant, boum, boum, boum à la porte, gendarmerie, ouvrez. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ouvre, ils me mettent les menottes, ils me poussent. J'ai dit, mais attendez, je ne suis pas habillé. J'ai même pas de chaussures. Alors ils me relâchent, je m'habille, tout ça. Ils m'emmènent à la gendarmerie. Et ils me disent, vous êtes recherché pour insoumission au service militaire. Oh, c'est pas vrai. J'étais vraiment dans tous mes états. Alors ils font un dossier, bien sûr. Je remplis un dossier. Alors je passe pratiquement toute la journée avec eux. Et pour finir, ils m'emmènent avec mes bagages, quoi, à Maisson-Lafitte, où je dois normalement faire mon service militaire après que la décision de l'armée. Donc je suis incorporé là. Et donc je suis arrivé fin avril, c'était 28, un truc comme ça. J'y passe une nuit, le lendemain, et puis c'était le 1er mai. Juste avant le 1er mai, il y avait une permission qui était donnée à tout le monde, et même nous, moi-même. Ce qui fait que j'ai eu une permission de 4 jours. Incroyable. 2 jours après que je suis arrivé. Et tous les copains que j'ai retrouvés là sont partis chez eux. Puis moi, sur le coup, je l'avais mauvaise. C'est vrai qu'on voulait absolument que je fasse un 2e service militaire, alors que je l'avais fait, et puis dans des conditions que vous connaissez maintenant. Peut-être vous lirez encore mieux, vous verrez. Et donc, je me dis, j'étais pas content. Je me dis, il faut absolument que je fasse quelque chose. Je prends un billet pour l'Algérie. Je m'en vais pour aller trouver des preuves comme quoi j'avais fait mon service militaire. Et je débarque à Alger. On va s'en tenir là. Hein. Voilà. Suspense. Suspense. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en 68, Oui. alors que vous étiez en voyage avec votre femme et votre fille, vous prenez un hôtel et puis on débarque à 5 heures du matin, la gendarmerie, après avoir... Enfin bref, vous lirez tout ça dans le livre, qui est, comme vous devez vous en douter maintenant, vraiment passionnant. Là, on va prendre quelques questions. Enfin, un dernier mot quand même. Il faut que vous sachiez que j'ai fait quand même de la prison. J'ai fait les Baumettes et j'ai fait Fresnes. Voilà. D'accord. Voilà, à cause d'eux. On va prendre quelques questions auxquelles vous allez répondre, voilà. Et puis on est obligé malheureusement d'arrêter. Oui. Enfin, le jour question où... ou pas, il faut que ça soit Ouais, bref, si vous voulez. Oui, ça sera bref. Moi, j'ai compris, j'avais 8 ans quand la guerre est terminée. J'ai compris que lorsque De Gaulle est arrivé au village, il aurait dit
De Gaulle aurait dit tiens, voilà les lions, en fait, s'il y avait avec des vieux, et De Gaulle aurait dit des lions en cage. Est-ce que tu as entendu ça, C'est tout à Maxou? fait possible. Et puis par ailleurs, je pense que le ralliement de Tizi Bel, moi ce que j'en ai compris, c'est que ce sont les femmes, les enfants et les vieillards qui se sont ralliés. Ah, Les hommes n'étaient pas là. Ah, il n'y avait plus personne. Ils étaient pratiquement. soit avec l'armée française, soit dans les Ah oui, oui. rebelles, soit à France, soit à Alger. Quoi. Enfin, Exactement. Voilà, d'accord. Il y avait que des femmes. donc d'ailleurs. le ralliement, c'était les vieux, les enfants et les femmes. Quoi. D'ailleurs, quand on regarde les photos qui sont publiées de ce jour-là, parce qu'il en existe sur le magazine Historia, qu'il a certainement il a repris ça dans son film, on voit bien qu'il n'y a que des femmes, et très peu d'hommes. On reconnaît Ganès, on reconnaît Gaston, on reconnaît quelques-uns qui sont parmi dans la foule, mais il n'y avait plus personne. Alors, on va prendre les questions de façon regroupée. On va les regrouper. Il ne faut Oui, pas bien répondre parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui. Oui, c'est peut-être pas une question non plus, c'est pour aller un peu abonder dans ce qui vient d'être dit. Je crois qu'effectivement, Tizi veulent Bénidouana, ça fait un ensemble de villages. Et Tizi veulent qui s'est rendu, je pense même pas qu'on devrait employer le mot rendu, quand s'agissant d'enfants et de femmes, parce que les hommes, pratiquement, il n'y en avait plus. Il faut quand même savoir une chose, c'est que pendant toute la guerre, un des PC d'Armée Rouge était chez nous, à Qarar. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un tunnel là-bas, c'est là qui se cachait, qui est devenu presque un musée. Donc voilà, donc il y a quand même... Oui. Il faut un peu... par exemple, tout à l'heure, j'ai quelques questions que j'ai notées, mais quand on parlait aussi de la participation de la population à l'effort de guerre, etc., c'est vrai que moi, dans mon village, à Taouret de Moussa, les hommes, les femmes faisaient des gardes la nuit, même les vieillards. Hein. C'est pas parce que les hommes d'un certain âge, ils étaient plus là. Les femmes, elles étaient chargées de ravitailler aux médicaments de Tizi Ouzou vers l'intérieur, etc. Donc bon, voilà. Donc je pense que nous qui avions vécu cette époque-là, bon, il y en a des petites précisions à apporter. Oui. Bon, voilà, c'est un peu rapidement. Très bien. C'est vrai que Taoulet Moussa, à chaque fois qu'il y a eu une bataille, la plupart du temps, ça partait de chez vous. Mais ça finissait chez nous. À chaque fois, ça finissait chez nous. Ah oui, tout le temps. Oui. Tiens, juste une petite question sur un personnage qui était très controversé à la sauce de Bénidouala, c'était Kahla. Je ne sais pas si tu l'as connu, il était de Atmsbah. Kahla. Ouais. Il faisait quoi? Bah, c'était quelqu'un qui s'était retrouvé à la sauce comme beaucoup, mais très controversé de ce qu'on m'en a parlé à la maison, tout ça. C'est selon. Bah, franchement, de Kabyle, Non, il était ici, c'est la période. et de Kabyle ayant un mauvais comportement à l'Assas, je n'en ai pas connu, vraiment. J'ai connu des Français civils qui ont eu des comportements abjects et même violents, mais dans les Kabyles, la plupart, non, je ne vois pas quelqu'un qui ait pu, non. Franchement, non. Il y en avait quelques-uns, mais c'était des gens un petit peu perdus. La plupart étaient venus avec leurs fusils de chasse, surtout à la fin, finalement. Ils n'acceptaient pas. En fait, c'était à l'image de Beqasem Astradi. Hein. C'était à son image. C'était ça. Hein. On n'acceptait plus. Voilà. Et donc, il montait à la SAS. Oui. Ah, probablement, oui. Oui, mais enfin, on s'en serait aperçu, on l'aurait vu quand même, parce que nous étions là. Oui. Non, je ne pense pas, franchement. En revanche, dans les civils français, je peux vous dire qu'il y en avait des vrais salauds. Oui, il faut parler, juste, prendre la parole. Oui, juste deux petites questions déjà sur l'histoire du ralliement du village. Bon, j'ai entendu exactement la même histoire que celle que vous avez racontée, dans les mêmes termes et tout, mais je crois que cette histoire ne fait pas le consensus entre tout le monde. Bon, il y a des gens qui la partagent pas. Et puis il y a eu pour compléter aussi, j'ai entendu dire que vous avez dit que les Moudjahidines, ils ont un peu changé de position à partir de la mort de Assad Hammour. Je pense même que c'est à cause d'eux qu'il est mort.
Oui, oui, voilà, j'ai entendu aussi cette version, qu'en fait, que Qasset Hamoud, qui était chef de franc, le premier chef de franc, que lui, quand il était chef de franc, quelque part, il avait un petit peu protégé Tizi Ifrit. Et c'est pour ça que tous faisaient Gounaros. D'ailleurs, à un moment donné, ils ont été évacués, le village a été bombardé et tout. Et que quand le deuxième, celui qui l'a remplacé, est arrivé, oui, enfin bref, qu'il a remplacé, il y aurait eu quelque part une envie de vengeance ou d'impliquer plus Tizi Ifrit dans la guerre, enfin de lui faire partager ses douleurs. Et que, quelque part, c'est pour ça qu'il y a eu une rivalité, voilà. Donc, est-ce que vous confirmez un peu cette version? J'avais dit que tous les gens de Tizi Ifrit étaient de gros bourgeois, de gros propriétaires qu'il fallait faire payer en premier. C'est exactement ça. Hein. Et à la suite de ça, la plupart du temps, c'était les gens de Tizi Ifrit, vraiment de Tizi Ifrit, par chez nous, qui avions la charge de... Alors, on va prendre une ou deux questions, puis on va être obligé une là, et puis peut-être, puis on va donner la parole à Mahamar pour. Mais qu'est-ce que je voudrais dire? Tout ce que tu as parlé, c'est la vérité. Quand tu es né, il y a 54, 62. Tu n'auras même pas un mot. Tu n'as pas oublié un mot. Bon. Mohamed, tu veux dire un mot pour. Alors. Attends, il y a une question, je crois, au fond. Une voix féminine. Une question ou une remarque, vas-y. Si vous avez rencontré Ima Chamar, en fait, qui était du village Ait Mispar. Moi? Oui, je vous le... Bah, je sais pas si ça marche. Non. Okay. Qui était un grand révolutionnaire. Oui, mais c'est plus ancien, Ima Chamar. Il est décédé il y a très longtemps. Oui, voilà. Oui. J'ai eu en revanche, j'ai eu quelqu'un qui s'appelle aussi Ima Chamar. Je ne sais pas ce qu'il c'est pour lui. Il faut que tu donnes le micro à Mahamar tout à l'heure. Non, c'est un ancien, c'est un ancien. Moi, je voulais juste faire une petite remarque par rapport à... Et ça sera ta conclusion d'ailleurs, parce que... Oui, ok. Non, juste par rapport au climat dans le village pendant la période, pendant le ralliement. C'est clair, il est clair que ça a soulagé complètement les gens du village de la pression qui s'exerçait d'un côté par l'armée, de l'autre côté par la situation objective où ils devaient continuer d'aider les moudjahidines, etc., etc. Et voire même de comportements excessifs de responsables du village. Mais il y avait l'autodéfense. L'autodéfense, c'est des gens du village à qui on donnait un fusil et qui devaient, aux quatre coins du village, empêcher l'entrée des maquisards ou les contacts avec les maquisards. Il faut savoir que quand un émigré venait de France, le soir même, on le mettait pour faire de l'autodéfense. Mon père, qui tenait un café rue Léon dans le 18e, qui était un café FLN, qui a été attaqué à plusieurs reprises, y compris par l'OAS vers la fin de la guerre, quand mon père est venu quelquefois au village, il venait le voir, hein, enfin le comité de village venait le voir et lui dire « Bon, on va inscrire ton tour de garde ». Et donc, il était obligé de prendre le fusil et puis de garder les gens du... voilà. Alors, par contre, il est vrai aussi, mais ça, beaucoup de gens, notamment les anciens, le disent, que s'il n'y avait pas de relations suivies étroites, etc., avec les gens de Taourirt, avec les gens des autres villages, comme c'était dit à un moment dans le texte, je ne sais plus où, les choses ont continué de se faire, mais différemment. Absolument, plus discrètement, mais ça se faisait. Il ne faut pas croire que parce que Tizi Ifrit était rallié, qu'il n'y avait pas de contact avec les nôtres. Ça se faisait différemment, tout simplement. Ils étaient là. Ils étaient là, à proximité. Bien sûr. Ouais, ils étaient dans le village. Ils étaient ravitaillés, il faut le savoir. Ils étaient ravitaillés. Voilà. On va devoir, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Merci Max Drider pour
pour ce livre, pour la sincérité, pour le naturel dans l'expression, etc. Merci Mohamed, un travail, un très bon travail comme d'habitude, j'allais dire. Je vous rappelle que mercredi prochain, le 22, donc ça sera mercredi 22 à 19h, même heure, même endroit, on reçoit William Sportis, un communiste algérien, pour un livre qui s'appelle Le camp des Oliviers. Donc la semaine prochaine, ça sera le tour de William Sportis d'être là. Et puis cette petite Vénus de la fertilité que nous a ramené Mohamed qui va nous dire ce que c'est. Voilà. Avant d'aller prendre un pot là-haut. Bien. Alors, d'abord, Yannick Tizivi. Tagmoutazouz, mais c'est tout comme. Parce qu'en vérité, d'où vient Tagmoutazouz? Ça, Maznikatazouz. Tizibel, c'était l'un des plus vieux villages qui a donné Tagmoutazouz, qui a donné probablement Taourith. Et peut-être même il m'a donné tiré, hein. Mais enfin, bref, je suis content d'être parmi vous et puis d'avoir assisté à ton intervention. Maintenant, sur cette petite Vénus-là, c'est une Vénus Guanche. Les Guanches, ce sont les Berbères des Canaries. Je l'ai ramené des Canaries il y a 25 ans. J'étais là-bas, je travaillais à l'époque pour le ministère de l'Agriculture français, et puis j'étais donc là-bas en mission, et j'ai rencontré des Guanches, et un d'entre eux m'a dit, tiens, puisque tu es berbère, je vais te montrer une déesse de la fertilité berbère. J'étais tout surpris parce qu'en fait, on la retrouve ni en Algérie, ni au Maroc, ni en Tunisie, ni en Libye. Elle existait là-bas, probablement parce que justement, eux étaient isolés et qu'ils ne l'ont pas perdue. Bien, c'est aussi donc la déesse, on l'appelle la Vénus Guanche, déesse de la fertilité, mais aussi déesse de la fécondité. Voilà, alors vous pouvez, elle s'appelle Tara, T-A-R-A, mais en vérité c'est Tharan, Tour. Quand vous plantez un arbre, Tour, donc Tharan. Et puis si vous tapez sur Internet la déesse de la fécondité Guanche, Tara, T-A-R-A. D'ailleurs, il y a plusieurs déesses qui s'appellent Tara, y compris en Inde et dans d'autres pays. Hein. Voilà. Voilà un petit peu pour... Ok, merci. Et si... C'est tout. Merci, Mamar. Bah, merci beaucoup et bonne fin de soirée.